Regardez cette photo. Regardez la photo. Qu'est-ce que vous y voyez? 3 jumeaux, 3 mecs identiques, comme des copies carbone. Même sourire, même boucle, même fringue rayée. Tout est vrai dans cette phrase, sauf un détail. Ces gens ne sont pas frères. Enfin, pas au moment de la prise de la photo. À cet instant précis, ce sont juste 3 inconnus, presque identiques, qui vivent dans des familles différentes, dans des villes différentes et qui ignorent totalement l'existence des 2 autres. 1980. Aux États-Unis, c'est une année chargée. Les Jeux Olympiques de l'URSS, volcan, John Lennon qui se fait... Mais franchement, tout ça, Bobby Shafran s'en fout complètement. À 19 ans, c'est sa première année à la fac. C'est son premier jour, Bobby arrive pour s'installer dans les dortoirs. Et là, il y a déjà un truc bizarre, c'est qu'il y a plein d'inconnus qui lui disent bonjour, qui lui demandent comment ses vacances se sont passées. Bon, encore à la limite, c'est de la politesse. Mais surtout, il l'appelle par un autre prénom. Comme s'il le connaissait, mais comme si c'était quelqu'un d'autre. Tout le monde l'appelle Eddie. La situation s'éclaircit grâce à un étudiant qui connaît ce fameux Eddie. Et quelques heures plus tard, Bobby se retrouve face à la porte de Eddie Galland. Même regard, même cheveux, même façon de bouger. C'est pas juste ressemblant, non, c'est identique. Comme si Bobby se regardait dans un miroir beaucoup trop réaliste. Et très vite, la vérité tombe. Bobby et Eddie sont jumeaux. Ils sont nés le même jour en 1961. Ils ont été séparés bébés, adoptés par des familles différentes. Alors oui, ils savaient qu'ils étaient adoptés depuis l'enfance, leurs parents l'ont toujours dit. Mais personne ne leur a jamais dit qu'ils avaient un frère jumeau. À l'agence d'adoption, c'était le silence total, bizarrement. Donc évidemment, l'histoire, elle étonne tout le monde, ça finit dans les journaux, d'abord dans les locaux, puis nationaux. Tout le monde en parle, c'est 2 frères jumeaux qui sont réunis 20 ans après. C'est du pain béni médiatique. Et là, l'histoire passe de incroyable à what the sucablet. Le New York Post publie la photo. Et des amis d'un étudiant de 19 ans, David Kellman, tombent là-dessus. Et les gars, ils bug, parce que sur la photo des 2 frères jumeaux, ils reconnaissent leur pote, David. Ou au moins la copie parfaite. Même visage, même regard, même date de naissance, même année. Donc, ils montrent ce journal à David, et à ce moment-là, il comprend qu'en fait, ils ne sont pas 2. Ils sont 3 frères jumeaux de naissance, qui ont été séparés. 3 familles différentes, 0 information, 0 contact pendant 20 ans. Et le plus dérangeant, c'est même pas le fait qu'ils se ressemblent comme ça, comme 3 gouttes d'eau. Non, c'est le fait qu'ils bougent pareil, ils parlent pareil, ils marchent pareil. Et en discutant un peu, ils réalisent que leur goût, leurs habitudes, leurs centres d'intérêt, leur passion musicale, les façons de s'habiller, les avis politiques, les préférences de nourriture, tout est pareil. Et la vraie question, c'est même pas comment c'est possible, mais plutôt pourquoi? Donc le fait qu'ils soient jumeaux, ça explique pourquoi ils sont pareils physiquement. Mais pour tout le reste, ils ont été séparés alors qu'ils avaient encore des couches. Comment expliquer qu'ils se ressemblent autant dans leurs habitudes, leur façon d'être, etc. Et la question devient encore plus troublante quand on regarde leur famille adoptive. Elles n'ont rien en commun. Bobby Shafran est adopté par une famille aisée. Père médecin expérimenté, mère avocate, diplôme, argent, carrière, des parents brillants mais très occupés. Eddie Galland grandit dans une famille de classe moyenne américaine, père professeur de collège, strict, obsédé par la discipline, une maison où les règles comptent. C'est super carré. Et David Kellman, lui, est élevé par des immigrés de première génération. L'anglais n'était pas leur langue maternelle. Ils tiennent un petit magasin. Et son père, contrairement aux 2 autres, est super chaleureux, très démonstratif, toujours super positif. C'est vraiment 3 enfances, 3 ambiances, 3 mondes. Pourtant, quand les 3 frères se retrouvent pour la première fois dans le jardin, on a l'impression qu'il n'a jamais eu 20 ans qui les séparent. C'est comme s'ils avaient toujours grandi ensemble. Même énergie, même réflexe, même présence. À ce niveau-là, c'est un problème scientifique. En tout cas, au début, leur histoire, ça ressemble à un conte de fées. 3 frères jumeaux qui se retrouvent miraculeusement après 20 ans de séparation. En plus, toutes les grandes chaînes débarquent qui sont devenues des stars, on les invite de partout. Dans les talk-shows les plus regardés du pays, en quelques jours, ces 3 mecs deviennent une célébrité dans toute l'Amérique. Eddie Galland, Bobby Shafran and David Kellum. They are Tripmans. Et à l'écran, c'est presque dérangeant. World, true. Ils s'assoient pareil, tiennent le micro pareil, sourient pareil. Pendant les interviews, on découvre que sans jamais s'être connus, ils fumaient les mêmes cigarettes, écoutaient la même musique, aimaient les mêmes voitures. Et petit détail qui fait toujours rire sur les plateaux TV, c'est que les 3 avaient des petites préférences pour les femmes plus âgées. Et bien sûr, une des questions qui revient le plus, c'est comment ont-ils été séparés à la naissance? Pourquoi? Mais à ce moment-là, cette question-là ne les intéresse pas vraiment. Ils ont 19 ans,
ils deviennent célèbres, juste, ils kiffent, en plus ils retrouvent des frérots, tu sais, genre, c'est vraiment, la vie est un bohème. Ils louent un appartement ensemble à New York, entre 2 interviews, ils passent tout leur temps ensemble. Ils font du sport, des soirées ensemble, ils apparaissent même dans un petit rôle dans un film avec Madonna. Puis un jour, Eddie fait une appendicite. Problème, pas d'assurance maladie. Et aux États-Unis, ça peut coûter une petite fortune. Et petite solution super brillante, c'est qu'il se fait opérer avec l'assurance de son frère jumeau. À l'hôpital, personne ne remarque quoi que ce soit. Un des avantages d'être 3 clones parfaitement fonctionnels. Bref, les frères kiffent à fond, ils profitent de tout ce que la vie leur balance. Les seuls que cette situation ne fait pas beaucoup rire, ce sont leurs parents adoptifs. Eux, ils veulent une réponse. Pourquoi les frères ont été séparés? Et surtout, pourquoi personne n'a jamais mentionné l'existence des autres jumeaux au moment de l'adoption? Et avec toutes ces questions, leur famille se tourne vers la Louise Wise Service, une des agences réputées spécialisées dans l'adoption pour les familles juives. C'est avec elle qu'ils ont eu les 3 garçons adoptés en 1961. Et c'est là que les premières vraies explications apparaissent. Les frères ont été séparés à l'âge de 6 mois. Alors, l'agence explique tout simplement que c'était plus facile de les faire adopter séparément que de trouver une famille qui accepte les 3 en même temps. Une logique administrative, genre froide, efficace, mais un peu flippante quand même. Et à ce moment-là, les parents commencent à repenser aux premiers mois avec leur fils. Ils se souviennent que les bébés se cognaient la tête contre les barreaux du lit, qu'ils pleuraient sans raison apparente, et que forcément ça pouvait sans doute venir du choc de la séparation avec les frères. Alors quand même énervés contre cette pratique, leur famille dans les années 80, ils essayent de porter plainte contre cette agence. Mais aucune firme d'avocats n'accepte le dossier. Un peu chelou quand même, on dirait une sorte de lobby, mais bon, à l'époque, surtout le fait de séparer des jumeaux à la naissance n'est pas du tout interdit dans les maisons d'adoption. Sur papier, il n'y avait rien à attaquer. Les parents commencent alors à soupçonner que l'agence est protégée, qu'elle a des soutiens haut placé, que le dossier en fait il est bloqué avant même de commencer. Alors forcément au début ça ressemble plutôt à une théorie de complot née à cause de tout ce désespoir et du manque d'informations. Et pendant très longtemps ça restera juste une simple suspicion. Jusqu'au jour où 15 ans plus tard, dans les années 90, une vérité sortira. Une vérité tellement dérangeante que cette histoire passe de juste bizarre à totalement flippant. Les frères ont découvert qu'ils n'ont jamais été séparés au hasard, mais qu'en fait ils ont fait partie d'une expérience secrète. Et moi, je vous jure, parfois, vous m'envoyez des photos de mes jumeaux, j'ai l'impression que j'ai participé au même type d'expérience secrète. D'ailleurs, balancez-moi d'autres jumeaux sur mon Insta ou sur mon Telegram. Ça me fait marrer quand même. Alors venez, abonnez-vous, je vous jure qu'on va rigoler. Big up au Sénégal d'ailleurs, félicitations. Les Marocains quand même. Genre gros love sur vous. Elle était incroyable cette canne. T'étais pour qui toi? Et s'il vous plaît, un gros like pour cette histoire de ouf et un petit jeu dans les commentaires. Sur cette carte, quelle ville est mal placée? 85% des gens n'arrivent pas à trouver la réponse. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir avec cette histoire si notre vie est déjà tout écrit dès la naissance avec notre génétique ou alors l'éducation sert quand même à quelque chose? Mais alors, c'est parti! Alors, dans la première moitié des années 90, un journaliste de The New Yorker commence à travailler sur une longue enquête consacrée aux jumeaux séparés à la naissance. En creusant le sujet, il tombe sur quelque chose de beaucoup plus sombre, l'existence d'une expérience secrète. Le principe est simple et glaçant. Des jumeaux sont séparés presque immédiatement après leur naissance, puis placés dans des familles différentes. Toutes les adoptions passent par la même structure new-yorkaise, la Louise Wise Service. Le journaliste contacte alors les 3 frères et leur raconte ce qu'il a découvert. Et là, tout s'emboîte parce que les frères commencent à se rappeler des souvenirs chelous dans leur enfance où des gens venaient dans leur famille pour leur poser des questions et les filmer. On leur faisait passer des tests, on évaluait leur coordination, leur intelligence, leur personnalité et tout était donc filmé. Aux parents, ils expliquaient juste que c'est une procédure normale pour les familles adoptives. C'est les employés de l'agence qui vérifiaient en fait les conditions de l'adoption, est-ce que l'éducation se passait bien. Alors les frères ne savent toujours pas quand cette expérience a démarré, quand elle s'est arrêtée, ni même qu'en était vraiment le but et surtout quels sont les résultats. La seule chose qu'ils comprennent avec certitude, c'est que la majeure partie de leur vie s'est déroulée comme celle des cobayes. Et ce n'est pas une découverte très agréable à avaler. En poursuivant son enquête, le journaliste de The New Yorker trouve d'autres participants involontaires à cette expérience. Et tous ont un point commun. Ce sont des jumeaux identiques, des vrais. L'étude démarre au début des années 60, plus précisément sa phase active. Et c'est à ce moment-là que les jumeaux sont séparés et confiés à des familles différentes. Et celui qui a créé ce projet, c'est Peter Neubauer, un psychiatre très respecté, considéré à l'époque comme l'un des grands spécialistes du pays. L'objectif de cette expérience est de répondre à une des plus grandes questions que se pose l'humanité. C'est qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes? Est-ce que c'est la nature ou est-ce que c'est l'éducation? Les gènes
ou l'environnement. Alors donc sur papier, l'idée est simple. Placer des enfants génétiquement identiques dans des contextes familiaux différents. Les observer pendant des années et analyser les écarts d'intelligence, d'éducation, de caractère, des réussites et de comportement. Ça permettrait donc de savoir est-ce qu'on peut influencer une vie par l'éducation et le milieu, ou est-ce que tout est déjà écrit dans notre ADN. Très intéressante comme question. Toi, t'en penses quoi? Bien sûr, ça intrigue de savoir est-ce qu'on a vraiment le choix dans la vie ou alors est-ce que nos gènes ont déjà tracé toutes nos limites et toutes nos possibilités? Avouez que c'est intriguant. On n'est pas dans un séminaire de développement personnel où on te dit « Allez, tout est possible, tu peux le faire !» Non. Là, on parle de science. Une science discutable moralement, c'est clair, mais c'est de la science quand même. Et ces résultats peuvent en théorie concerner tout le monde en fait. Et pour que l'expérience soit la plus propre possible, les familles adoptives évidemment ne sont pas choisies au hasard. Comme je l'ai déjà dit, les parents de nos héros viennent des milieux sociaux complètement différents. Mais même ça ne suffisait pas. Il fallait aussi que leur façon d'éduquer soit différente. Les valeurs, leur personnalité, tout. Et ça, on ne peut l'observer que dans un seul cas précis, si ses parents avaient déjà un enfant. Et c'est exactement ce que recherchaient les auteurs de l'étude. Donc chacun des frères avait une grande sœur aînée. Et dans les 3 cas, elle avait 2 ans de plus. Ça veut donc dire que les cobayes de cette expérience, c'était pas seulement les jumeaux, mais c'était aussi les parents. C'est comme si en fait, ils vivaient dans une expérience sociale. Ils faisaient tous partie d'un protocole sans le savoir. Et au milieu des années 90, les frères veulent évidemment voir les résultats de cette fameuse étude. Et ce n'est pas leur seule curiosité. Quelques années après leur retrouvaille miraculeuse, ils retrouvent aussi leur mère biologique. Comme l'agence par laquelle ils ont été adoptés se trouvait à New York, les frères partent d'une hypothèse assez logique. Leur mère biologique venait probablement de la même ville. Et même dans une mégalopole aussi grosse que New York, une année précise, un jour précis, il ne naît pas 50 fois 3 jumeaux identiques. Il suffit donc de savoir où sont archivés les registres des maternités. Et ce lieu, c'est la New York Public Library. Les frères retrouvent donc leur mère biologique en découvrant l'histoire de leur naissance. Alors, rien d'extraordinaire et de romanesque. C'était une grossesse non prévue après une petite aventure au bal de fin d'année. Étant trop jeune et un peu sur la paille, elle décide donc de confier ses 3 jumeaux à une maison adoptive. Alors, ils rencontrent leur mère biologique une seule fois dans les années 80, puis ils coupent tout contact. En fait, pour eux, l'histoire était simple. Ils avaient déjà leurs parents. Cette femme, en fait, faisait partie du passé. Sauf que, avec ce qu'ils apprennent, donc avec cette expérience de Neubauer, la question de la mère biologique devient beaucoup plus troublante. Quand les frères se retrouvent après 20 ans de séparation, ils constatent à quel point ils sont similaires, et pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et pourtant, ils ont grandi dans des familles totalement différentes. Alors, une question s'impose. Est-ce qu'en vérité, ils n'auraient pas plus de points communs avec cette femme qui leur a transmis tout son patrimoine génétique plutôt qu'avec ses parents adoptifs avec qui ils n'ont rien de génétique en commun, mais qui les ont élevés toute leur vie? Est-ce que les gènes décident de tout? Est-ce que l'éducation, le travail sur soi, le libre arbitre, tout ça en fait, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte pour se rassurer? Et qu'en réalité, ça sert à rien. Cette expérience devait justement répondre à ces questions fondamentales. Mais ce qui est super chelou, c'est qu'ils n'ont jamais été publiés. Et pire, les archives de ces résultats ont été scellées et interdits d'ouvrir jusqu'en 2066. C'est pas super chelou et glauque? Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est là qu'on arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo. Le moment où ça nous concerne tous. Parce qu'en fouillant, j'ai trouvé des résultats. Alors la réponse peut nous frustrer un peu, alors allons-y doucement. Alors les recherches de Neubauer sont toujours classifiées, on n'a toujours pas le droit de les ouvrir. Mais on peut quand même trouver d'autres résultats et deviner un peu la direction générale. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu que ces 3 frères sur qui on a fait des expériences. Et il existe aussi d'autres études qui ont été faites sur des jumeaux identiques. Et le résultat sont ouverts parce que l'expérience était beaucoup plus éthique. C'était des cas où les scientifiques ne séparaient pas les jumeaux dès la naissance eux-mêmes de force. Ils étudiaient des jumeaux déjà séparés pour diverses raisons. Ils ne choisissaient pas leurs parents, le milieu social, et les observations ne commençaient pas dès la naissance. Mais comme ces études sont assez nombreuses, on peut comparer les résultats pour en sortir une sorte de ligne directrice. Il y a eu par exemple l'expérience des 2 jumelles, Amy et Beth, séparées bébés et observées pendant presque 20 ans. Alors la mère adoptive d'Amy n'est pas vraiment un modèle de bienveillance. Elle est très peu sûre d'elle, elle est peu empathique. Chez eux, on valorise les règles, la discipline et les bonnes notes. Et la maman de Beth, à l'inverse, elle était chaleureuse, positive et aimante. Elle soutient toujours sa fille, elle ne punit pas pour les échecs, elle lui donne beaucoup d'attention. Alors sur papier, les résultats devraient être super évidents. 2 éducations complètement opposées, donc ça devrait donner 2 enfants complètement différents. On nous répète tout le temps que l'éducation est toujours la clé de tout. Sauf que non.
Chez Amy, par exemple, des problèmes apparaissent assez tôt. Des ongles rongés, elle pleure fréquemment, des cauchemars, des peurs multiples, difficultés à l'école, maladies imaginaires, amis imaginaires. Un peu logique vu le mauvais contexte familial. Sauf que chez Beth, et c'est là où ça devient assez dérangeant, c'est que c'est quasi la même chose. Il y a quelques petites différences, mais dans le fond, elle a les mêmes problèmes et les mêmes troubles psychologiques, les mêmes angoisses, les mêmes fragilités. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a à peine 10 minutes, avant de découvrir ça, on pouvait tous mettre tous nos problèmes psychologiques sur le dos de nos parents et de leur éducation, et que désormais non. Donc tout cet argent dépensé chez les psychologues, ça sert à rien. Alors mauvaise nouvelle, hein, mais c'est pas fini, parce que les expériences s'arrêtent pas là. Pour comparer, j'ai regardé des expériences qu'ils ont fait sur les rats aussi. Ils ont fait passer des tests, donc dans des labyrinthes à des rats, et tous ceux qui ont bien réussi les tests ont été mis ensemble. Et les moins performants ont été mis dans une autre cage. Et on recommençait génération après génération. Et en résultat, dans la cage où il y avait tous les rats qui avaient plus ou moins réussi, ils devenaient de plus en plus intelligents. Et dans l'autre, de plus en plus cons. Vous entendez ce bruit au loin ? Hein ? C'est notre vision rassurante de la vie qui vient de se fracasser contre un mur. Allez, on met de côté cette expérience de Noah Bayer, le truc avec les rats aussi. Regardons autre chose. D'autres études ont été faites sur des jumeaux. Et à partir des années 80, ce genre de recherche s'est multiplié. Aux États-Unis, en Australie, en Suède et partout ailleurs. Et à la surprise générale, mais assez cohérente, toutes ces études arrivent à peu près au même constat. Des personnes avec exactement le même patrimoine génétique, élevées dans des familles différentes, dans des milieux sociaux différents, parfois dans des villes ou même des pays différents, restent globalement les mêmes personnes. Et je ne parle pas seulement de la tête, de la mimique ou des gestes. Je parle de psychologie, de valeurs, de centres d'intérêt et même parfois de morceaux entiers de biographie. Et selon ces recherches, des gens qui sont en théorie des étrangers complets, mais qui partagent les mêmes gènes, ils coïncident sur des trucs comme le fait de fumer ou non, l'insomnie, l'âge du mariage, celui du divorce, ou le fait de divorcer tout court, le choix de carrière, les hobbies, la présence de tendance à se suis-suis, la quantité de café consommé, et même les préférences politiques. Alors on parle de rêves, d'ambition, de trajectoire de vie, mais en fait ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dès notre naissance, nos gènes ont déjà décidé de tout. Et on a juste à signer en bas sans lire le contrat. Alors pour les caractéristiques physiques, ok, on comprend. Si tes parents sont grands, t'as plus de chances de l'être aussi. Mais expliquer des valeurs politiques ou, l'amour pour du ski, juste avec des gènes qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est quand même flippant. Comment des gènes peuvent transmettre une vision du monde ? Une anxiété chronique, une façon d'aimer, de choisir, de rater. Et surtout, comment on est maintenant censé vivre avec cette idée où on découvre qu'en fait tout a déjà été décidé pour nous ? Alors pour répondre à cette question, on va revenir par là où tout a commencé, donc à l'histoire de ces trois frères. Dans les années 80, quand ils enchaînaient les interviews sur les plateaux télé, tout le monde est hypnotisé par leur ressemblance. Alors oui, ils jouent même un peu avec ça, parfois ils en rajoutent même, mais ils sont sincèrement très proches. Mais ce que personne ne remarque à l'époque, ce sont leurs différences. Et la première saute pourtant aux yeux. C'est leur femme. Même s'ils se marient à peu près à la même période, leurs épouses n'ont absolument rien en commun. Zéro ressemblance. Et les femmes disent elles-mêmes, elles voient très bien la différence entre les frères. Et chacune surtout est persuadée d'avoir épousé le meilleur. Comme quoi, même quand l'ADN est identique, Cupidon, lui, fait ce qu'il veut. Portés par la célébrité, les frères ouvrent ensemble un restaurant à New York. Le Triplex. Le lieu cartonne, surtout auprès des touristes. Mais un business, bien sûr, c'est pas un plateau télé. C'est du travail, de la pression, des décisions à prendre et donc des conflits. Parce que les conflits naissent toujours au même endroit, là où les visions du monde diffèrent et se percutent. Et c'est exactement ce qui arrive. Le premier à quitter l'aventure et à quitter cette société, c'est David Kellman. Et c'est là qu'on touche quelque chose de plus important. Des frères qui auraient grandi ensemble, auraient appris à se comprendre, à faire des compromis et à gérer des désaccords, mais en fait, ils n'avaient pas assez de langage commun. Ils ne savaient pas gérer le business de la même façon, et ce n'est pas la seule différence. En 2018 sort le documentaire Three Identical Strangers. Oui, avec l'accent. Mais seulement 2 frères participent au film. Le troisième, Eddie Galland, est depuis longtemps. Dans les années 90, il s'est suicidé par arme à feu. Et après sa mort, ses proches commencent à relire le passé différemment. Il se rappelle à quel point il était différent dans son humeur, qu'il avait des comportements étranges, qu'il était souvent dépressif, des signaux clairs de troubles mentaux sérieux. Des choses qui étaient là depuis très longtemps mais que personne ne savait vraiment comment interpréter. Et c'est peut-être là justement que, paradoxalement, se cache une partie de la réponse. Les gènes tracent une carte, mais ils ne dictent pas entièrement le voyage. Si on prenait les résultats de cette étude au pied de la lettre, les mêmes difficultés auraient dû frapper les 3 frères de la même façon. D'autant plus que, lors de leur rencontre unique avec leur mère biologique, ils avaient déjà remarqué des comportements étranges chez elle. Elle avait des troubles mentaux qu'elle a dû sans doute transmettre dans les gènes. Alors pourquoi la tragédie n'avait touché
qu'un seul d'entre eux. Et c'est précisément là que réapparaît donc une forme d'espoir. L'idée que les gènes ne décident pas de tout. Les trois frères étaient tous des personnalités très créatives, libres, presque artistiques. C'est aussi pour ça qu'ils étaient aussi à l'aise sur les plateaux TV et dans les interviews. Mais il y avait une exception. Il y avait une des trois familles adoptives où ce genre de trait n'était pas du tout valorisé. Et c'est celle d'Eddie. Son père, qui était professeur au collège, était obsédé par la discipline et le cadre. Eddie lui a même reconnu que souvent il s'est senti à part, comme s'il n'était jamais vraiment à sa place dans cette famille. Alors, est-ce que ça explique à lui seul son suis-suis ? Peut-être pas. Mais cette hypothèse colle étonnamment bien avec une autre partie des résultats scientifiques, celle dont on parle moins. C'est les différences observées chez les personnes ayant pourtant 100% de gènes en commun. D'abord, même chez les jumeaux identiques, il existe parfois des différences biologiques. L'un peut hériter d'une maladie génétique grave, l'autre non. L'un peut être droitier, l'autre gaucher. Les cheveux peuvent même pousser dans des directions opposées. Et ce ne sont pas des détails. Un chiffre par exemple qui est très parlant, c'est que sur 500 paires de jumeaux identiques étudiés atteints d'un cancer de la peau, seulement 10 cas montraient la maladie chez les deux individus. Et pourtant, ils avaient tous le même type de peau. Donc ça prouve bien qu'à ce niveau-là, le choix de vie, de l'environnement, de l'entretien, ça compte. Et puis, l'éducation, oui, elle a un effet. Pas aussi massif qu'on aime croire. Par exemple, les études montrent qu'entre des parents ultra-protecteurs et des parents normaux, la différence d'impact sur l'avenir de l'enfant est souvent minime. Mais restons positifs. L'influence existe. Et enfin, le dernier argument, et pas des moindres, regardez simplement nos héros. Les voici il y a quelques années là, à l'approche de la soixantaine. Et même physiquement, on remarque qu'ils deviennent complètement deux personnes différentes. On voit qu'ils sont frères, mais ce ne sont plus des copies conformes comme avant, sans parler du fait que l'un d'eux est déjà plus parmi nous. Et en préparant cette vidéo, j'ai repensé à un film culte, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Toute l'histoire se déroule dans une clinique psychiatrique fermée. Et imaginez maintenant pendant une seconde que nous sommes tous patients de cet hôpital psychiatrique. Et que les murs de ce bâtiment qui nous enferme, ce sont les gènes. Dans le film, certains personnages rêvent de s'en échapper. Et il y a cette scène mythique où le héros tente d'arracher une énorme structure métallique fixée au sol. Il force, il échoue. Et à la fin, il lâche cette phrase devenue culte. Au moins j'ai essayé, sacré bordel. J'ai au moins essayé. Et le film se termine plus tard avec un autre personnage qui, lui, parvient à arracher cette structure et à briser la fenêtre et à s'enfuir. Donc oui, notre vie dépend fortement des gènes. Et probablement beaucoup plus qu'on ne voudrait admettre. Mais, comme le montre l'exemple, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Alors mon Yagadou, mets un gros like si tu trouves que tu as de très bons gènes. Un peu comme Sydney Sweeney. On n'est pas là dans cette optique. En tout cas, moi je kiffe qu'on soit tous différents et qu'on puisse tracer notre chemin nous-mêmes. Toi t'en penses quoi? Dis-le moi dans les commentaires. Et moi je vous fais à tous d'énormes Yagadakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.